Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose un sujet que l'on croirait réservé aux adultes et pourtant, les enfants aussi peuvent souffrir de dépression nerveuse. On se demande ce qui peut amener l'être humain, aussi jeune, un enfant, à avoir mal à l'âme. Les parents peuvent-ils en prendre conscience? Quelle prise en charge? Et ensuite, n'oubliez pas, l'interview santé sera consacrée à la santé des yeux au volant avec l'ophtalmo Tariq Aloussi. Restez avec nous pour les détails et pour développer principalement ce sujet de la dépression chez l'enfant. À tout de suite. Déprime, dépression chez l'enfant, comment faire la différence? Quelle prise en charge? On en parle avec deux spécialistes. Madame Rita Elami, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec Vous êtes psychologue de l'enfant et de la famille. Et docteur Atman Lorabi, bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Oui. Merci beaucoup d'être là. On va commencer d'abord par ce qu'est la dépression, on va la définir, faire la différence avec la déprime et voir si on peut voir par exemple par rapport au cas que vous suivez, le pourcentage d'enfants souffrant de dépression. Alors, la dépression, je vais commencer par dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas un état de faiblesse, ce n'est pas de la tristesse en relation avec un problème, ce n'est pas le fait d'être préoccupé par un problème et d'y penser tout le temps. La dépression correspond davantage à réellement un trouble du fonctionnement du cerveau qui atteint plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'il y a des troubles au niveau des capacités cognitives, la concentration, l'attention, il y a, même au niveau de la mémoire, il y a des troubles au niveau bien évidemment de l'humeur. Alors oui, on parle très souvent d'un état de tristesse profonde, mais il y a d'autres critères qui rentrent dans ces modifications de l'humeur, notamment l'irritabilité ou le fait d'être tout le temps en colère, etc. Et avec les symptômes classiques qu'on pourrait décrire, c'est-à-dire la perte du ressenti du plaisir, ça va avec tellement d'autres choses, la perte de l'élan vital, le repli sur soi. Qu'est-ce qu'on entend par le repli sur soi? C'est le fait finalement de limiter ses interactions avec les gens, des problèmes au niveau de l'appétit qui peuvent se manifester soit par une tendance vers l'anorexie, soit l'inverse, c'est-à-dire une boulimie, on mange beaucoup, des problèmes au niveau du sommeil, qui peuvent se manifester soit par des insomnies avec des réveils nocturnes, soit à l'inverse par des hypersomnies. Mais ça, si vous voulez, ce sont les critères généraux. Bien sûr, je ne les énonce pas tous, ce sont les critères généraux pour parler de dépression. Mais ces critères-là rendent plus, je dirais, la réalité par rapport aux adultes que par rapport aux enfants ou même les adolescents, les préadolescents, parce qu'on se rend compte dans la pratique de tous les jours que cette image qu'on pourrait avoir de la dépression sévère, on la retrouve très peu chez les enfants qui sont authentiquement déprimés, mais ça se manifeste par d'autres choses. Par exemple, les enfants, très souvent, vont avoir un cortège de symptômes physiques, mal à la tête, mal au ventre, ça peut être des nausées, des vomissements, ça peut être des troubles, ce qu'on appelle les troubles sphinctériens, c'est-à-dire l'énurésie, notamment les enfants qui commencent à faire pipi au lit, surtout après qu'ils aient été propres. Ça peut être des troubles du comportement, où on va avoir un enfant extrêmement remuant, agité, dans la provocation, dans l'opposition, jamais content, etc. Alors que c'est de la dépression ? Alors que c'est de la dépression. Donc c'est complètement différent des symptômes chez l'adulte? En apparence. En apparence. Mais bien sûr qu'un œil exercé verra des similitudes. Un œil exercé, mais pardon de vous interrompre, docteur. Oui. Le fait que ça se manifeste par d'autres comportements pourrait dérouter les parents, ne pas emmener à temps à consulter. Tout ça, on va le développer justement. Oui. Mais vous dites, c'est avant tout, ça ne veut pas dire que l'enfant est faible ou que l'adulte est faible, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Au niveau du fonctionnement du cerveau. Fonctionnement du cerveau. Est-ce que vous faites référence à la baisse de certaines hormones? Alors, c'est vrai que très souvent, pour vulgariser, on parle de la baisse de certaines hormones, mais en fait, ça correspond beaucoup plus à la baisse d'activité de certains neurones qui fonctionnent avec ces hormones. D'accord. Quand on parle de sérotonine, de noradrénaline, ce sont des neuromédiateurs. Il n'y a pas de baisse à proprement parler, mais ces neurones-là sont durablement troublés dans leur fonctionnement. Et c'est bien ça ce que j'entends par
maladie du fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on va opérer ou quelque chose de très grave, je dirais, c'est-à-dire que c'est un état réversible, c'est très important, c'est pas dégénératif, mais, et c'est le plus souvent le cas, ça vient après une très 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 longue période de tension anxieuse. Qu'est-ce que j'entends par tension anxieuse? C'est-à-dire, ça peut être des situations de vie qui sont adverses, ça peut être... On va revenir sur les causes aussi. Tout à fait. On ne brûle pas les étapes. Oui. Madame Rita Alami, vous êtes psychologue, présidente de la Société marocaine de psychologie de l'enfant et de la famille, de l'adolescent aussi et de la famille. Les cas de petits-enfants, d'enfants en dépression, est-ce que vous en rencontrez? Alors oui, j'en rencontre tous les jours. Puisque en fait, en tant que psychologue clinicienne, c'est vrai que... C'est vraiment présent. C'est très présent, c'est quelque chose qu'on rencontre vraiment de manière quotidienne. Maintenant, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, les manifestations qui appellent ou qui créent la demande sont différentes de celles de l'adulte. C'est-à-dire que c'est rare où on va me ramener un enfant, que ce soit le papa ou la maman, pour me dire, écoutez, mon enfant déprime. C'est vraiment... Ça, c'est extrêmement rare. C'est plutôt tous les troubles du comportement qui posent problème. Alors, ça commence par les troubles qui se manifestent au sein déjà de la petite famille, c'est-à-dire agressivité, colère, enfant en opposition, enfant énurétique. Et puis, ça, juste après, on a bien sûr tout ce qui se manifeste à l'école. Et c'est souvent ça qui pose problème, c'est les troubles de la pensée. Donc, les enfants qui ont des difficultés à se concentrer en classe, des difficultés à réfléchir, qui sont beaucoup dans la rumination, des enfants qui réfléchissent beaucoup, ils se perdent un peu dans leurs idées, qui sont beaucoup aussi dans la culpabilité, qui vont le dire, ils vont verbaliser c'est de ma faute, qui vont aussi beaucoup se dévaloriser. Je suis bête, je ne suis pas suffisamment intelligent, c'est de ma faute. Il y a une phrase que j'entends assez souvent de la part surtout des petits garçons, j'ai de mauvaises notes et maman risque de mourir et c'est de ma faute. Et si maman tombe malade, c'est de ma faute. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Mais ça, c'est des choses qu'ils entendent aussi. C'est des choses qui... Tu me rends malade, je vais mourir et qu'ils ressentent. C'est les deux, qu'ils entendent et qu'ils ressentent. Mais encore une fois, c'est-à-dire que la dépression de l'enfant, elle se manifeste beaucoup moins par le verbal et beaucoup plus par le comportemental, que ce soit à un niveau cognitif, comportemental, social, mais aussi émotionnel. Certains enfants deviennent complètement anesthésiés sur le plan affectif, ils peuvent même perdre des proches et on a l'impression, de par leur mécanisme de défense et la dépression qui est là, qu'ils ne réagissent pas, mais en fait, ils sont tellement en dépression qu'ils n'ont même plus les capacités à ressentir certaines émotions. Alors, on se dit, est-ce qu'il y a un âge pour aller mal? Quand un enfant est encore tout petit, très jeune, vous l'avez dit, ça peut commencer avant même l'âge scolaire, donc avant même 6 ans. Qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant se sente mal? Et tout à l'heure, docteur, vous disiez, c'est un trouble au niveau du fonctionnement du cerveau, oui, avant tout. Mais les personnes en dépression, pour les adultes en tout cas, il y a souvent un élément déclencheur. Oui, tout à fait. Et il y a un mal-être physique ressenti aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a souvent... C'est pour ça qu'on a du mal un peu avec tout ça. Il y a souvent un élément déclencheur, oui, mais il y a souvent plusieurs facteurs de causalité qui sont sous-jacents, et puis c'est quelque chose qui vient décompenser une espèce d'équilibre qui est là. Quand on parle de troubles du fonctionnement du cerveau, il faut comprendre d'où ça vient et pourquoi. La plupart du temps, et vous l'avez très bien dit, on parle de dépression réactionnelle. C'est l'immense majorité des dépressions qu'on voit autant chez l'enfant que chez l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a un facteur stress. Et je suis, enfin, quand je dis facteur stress, c'est-à-dire, c'est une définition très large. C'est n'importe quelle contrainte qui est là, qui est très lourde, qui est là tous les jours, qui demande tous les jours à ce qu'on fasse un effort supplémentaire pour arriver à s'adapter avec ce facteur-là. Et en fait, cette énergie, oui, notre cerveau arrive à la produire, c'est-à-dire à faire cet effort-là pendant une durée X, on va dire de l'ordre de 3 mois en général. Mais quand le facteur stress est toujours là, que ce n'est pas résolu, et surtout quand il y a des facteurs qui se surajoutent, eh bien, si vous voulez, le cerveau n'est plus capable de fournir cet effort-là. Ça, c'est l'approche très biologique. Il n'est plus capable, de par ses fonctions, d'assumer tous ces rôles dont on a parlé, le ressenti du plaisir, le fait de pouvoir se projeter, un bon fonctionnement cognitif, le fait d'avoir une humeur en accord avec ce qui peut se passer dans notre environnement, etc. Et c'est là qu'on parle, c'est un état
si vous voulez, peut-être que maladie, c'est un mot très, très fort. C'est bien pour ça qu'on parle de troubles mentaux, la dépression étant un trouble mental ou un trouble psychique. Mais c'est un état, le plus souvent, qui est passager, mais dont les conséquences, quelquefois, peuvent nous amener à traiter de manière plus ou moins agressive, chronique, entre guillemets, et sinon plus ou moins chronique en fonction des symptômes et en fonction de la souffrance qui est engendrée. Oui. On va y arriver aussi, mais ce que vous dites, on peut le concevoir pour un adulte, c'est-à-dire un adulte qui a, on va dire... Des problèmes. Des problèmes, qui a pris des coups dans sa vie, et finalement ça se déclenche. Mais un enfant de 3 ans, je vais vous poser la question différemment. Quel âge avait le patient le plus jeune que vous ayez rencontré souffrant de dépression, Madame Rita Alami? J'ai rencontré des nourrissons en dépression. Voilà. Quand j'étais à l'hôpital, des nourrissons de quelques jours. C'est des nourrissons qui ont malheureusement rencontré une rupture dans le lien d'attachement, très souvent à cause de la perte de la maman. Et on le voit, c'est des bébés qui refusent le biberon, qui refusent de se nourrir. En fait, quelque part, ils se laissent mourir. C'est une forme de dépression qui démarre déjà très tôt. Maintenant, à l'extérieur de l'hôpital, si vous voulez, au sein du cabinet, des enfants de 4 ans, 5 ans, quotidiennement, en dépression. En dépression. Oui. Mais justement, à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui peut amener un enfant aussi tôt, aussi jeune, à ce que son cerveau ne suive plus? Puisque là encore, on revient à ce fameux trouble du fonctionnement qui est du cerveau. Qu'est-ce qui fait que très tôt, ça lâche? Alors, c'est un ensemble d'éléments. Ça commence, à mon sens, déjà par la relation et le lien d'attachement mère-enfant. On retourne encore à la maman. L'enfant qui très tôt ressent, ça peut être vrai comme peut-être pas, mais en tout cas l'enfant qui se ressent mal aimé, l'enfant qui a l'impression qu'il n'est pas important pour les parents, l'enfant dont la maman est en dépression elle-même, l'enfant qui a l'impression qu'il n'a pas reçu suffisamment d'amour, peut déclencher une dépression. Ensuite, tous les enfants, bien sûr, qui ont rencontré des deuils au sein de la famille, des maladies, la perte d'un parent, tout ça, c'est des choses traumatisantes qui peuvent affecter un enfant très tôt, même très, très, très jeune. Et puis, bien sûr, c'est toute la pression qui est mise autour de l'enfant à partir du scolaire. Et maintenant, ça commence en moyenne section. Avant, c'était le CP. Maintenant, c'est la moyenne section. Déjà, on oblige les enfants à savoir lire, connaître les lettres, écrire, avec une angoisse de performance absolument incroyable, qui fait que certains enfants qui n'y arrivent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas encore la maturité nécessaire pour ça, déclenchent des dépressions quand, au bout d'un moment, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc aujourd'hui, on en voit de plus en plus, puisque cette angoisse de performance est de plus en plus présente. Je pense très honnêtement que oui, c'est un facteur aggravant. Bien sûr, ça dépend de la culture, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Et à partir d'un certain âge, oui, ça commence à être extrême. D'autant plus que ça peut constituer un authentique trouble anxieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même avant d'être déprimé, avant d'être dans cet état de dépression majeure, c'est comme ça que ça s'appelle, ou caractérisé, l'enfant va toujours être dans la réponse anxieuse exagérée par rapport à une situation qui certes nécessite de l'anxiété. L'anxiété, rappelons-le, c'est un petit peu ce qui nous pousse quand même à performer, entre guillemets. Mais quand on parle d'angoisse ou d'anxiété de performance, le plus souvent, c'est tellement intense que l'enfant est dans une inertie, il n'arrive plus à faire grand-chose. Donc, par peur de ne pas bien faire et tout ce que ça peut représenter dans sa tête. Mais comme vous disiez tout à l'heure, et j'aimerais juste quand même le souligner, vous disiez, bon, les enfants, ils n'ont pas de problème. Ok, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. À l'œil nu. Oui, à l'œil nu. Mais le développement d'un enfant, c'est-à-dire depuis qu'il est nourrisson, la séparation avec la maman, les séparations avec la maman, parce qu'il y en a plusieurs, le fait d'acquérir de plus en plus une autonomie, ça veut dire qu'on le responsabilise au fur et à mesure que c'est plus le petit enfant qui a la relation fusionnelle avec sa maman qui est toujours là pour lui faire les choses, lui donner ce dont il a envie, c'est-à-dire qu'à un certain moment, lui aussi, il faut qu'il fasse cet effort. Mais c'est un parcours monstrueux en termes d'efforts. Les enfants, apprendre à marcher, c'est quelque chose qui suggère que l'enfant est... Ça le fatigue moralement ? Je ne sais pas si ça fatigue moralement. J'essaie de réfléchir d'un point de vue d'adulte, en fait. Voilà, mais je ne sais pas si... Mais c'est un processus qui nécessite un effort quotidien. Quotidien. Mais ça veut dire quoi ? Qu'un enfant, visiblement, qui n'a pas de gros problèmes,
qui n'a, visiblement je dis, qui n'a pas, ses parents sont ensemble, il n'y a pas de deuil dans la famille, il n'y a pas de divorce, peut faire une dépression? Oui. Donc tous les enfants sont susceptibles de faire une dépression? Tous les enfants, comme tous les adultes, sont susceptibles de faire une dépression, exactement, tous les êtres humains. Mais vraiment tout le monde. Après, effectivement, c'est un peu le travail du thérapeute, c'est un peu archéologique, il faut aller chercher ce qui se passe. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à un meilleur état. Je ne parlerai pas de guérison, mais en tout cas, petit à petit, pour l'enfant, déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment cet enfant réfléchit, comment il interprète ce qui se passe dans sa cellule familiale, quelles sont ses anticipations par rapport à l'avenir, les anticipations anxieuses dont vous avez parlé. Est-ce que c'est un enfant qui... Voilà, des fois, certains enfants ont ce qu'on appelle des distorsions cognitives, c'est-à-dire que chaque comportement parental est interprété d'une manière fausse, il est mal compris par l'enfant, et l'enfant, donc, il comprend chaque comportement du parent comme étant « papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas », et il finit par se refermer dans sa petite bulle. Et c'est un peu, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, dans la prise en charge, c'est un peu sur ça qu'il faut agir. Je vous pose la question comme ça pour... non pas banaliser, mais dédramatiser peut-être la dépression. Vous l'avez dit en introduction, je vous en remercie, docteur Lorabi. Vous avez dit il faut d'abord dire que ce n'est pas une faiblesse. Oh, bien sûr. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fatalité, et ça peut arriver à tout le monde, adulte comme enfant. Ouais. Il y a aussi peut-être des cas, on va dire, plus susceptibles de faire une dépression. C'est lorsqu'il y a un deuil, la perte d'un parent, lorsqu'il y a un divorce. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut, les prévenir quand un des parents est malade, qui risque de partir? Et on parlera aussi du divorce. Oui, je pense que c'est important d'en parler à l'enfant. Après, il y a manière et manière de transmettre l'information, mais je pense qu'il n'y a pas plus angoissant pour un enfant que d'être dans le point d'interrogation et d'être dans le vide. Et ça, effectivement, on voit des enfants comme ça, dont le papa, et là je pense à un patient, est mourant, et l'enfant ne comprend rien. Il voit juste que son papa n'est plus à la maison depuis 1 an, il ne le voit pas, il n'a pas de nouvelles, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Soi-disant, c'est pour protéger l'enfant, mais en fait, l'enfant, il ne comprend rien et il risque d'être doublement choqué si son papa devait partir. Donc, je pense qu'il y a un moment où, oui, il faut en parler avec des mots d'enfant. C'est-à-dire, on ne va pas parler avec un enfant de 6 ans comme avec un adolescent de 15 ans, tout en évitant les petits détails, parce que certains parents, des fois, donnent les détails. Ton père a telle maladie, il prend tel médicament, il lui reste tant de jours, il risque ceci. Enfin, on n'est pas obligé quand même d'aller dans tous ces détails, mais il faut quand même expliquer qu'il y a une maladie et que, voilà. Pardon, je voudrais rebondir sur... C'est vrai, parce que le fameux point d'interrogation, le fameux vide dans lequel est l'enfant, souvent... il personnifie, enfin il personnalise un petit peu tout ce qui se passe, et très souvent il le remplit, mais avec ce qu'appelait Madame Alami, donc des distorsions cognitives, où il va se dire que c'est à cause de moi, qu'il n'est pas là, que c'est pour ça peut-être qu'on ne me parle pas, c'est peut-être pour ça que tout le monde réagit bizarrement avec moi, alors que pas du tout. Alors, c'est la nécessité d'une excellente communication, vous avez très bien insisté là-dessus. Une excellente communication ne veut pas dire trop de détails, ça veut dire déjà arriver à exprimer le message principal correctement, de manière intelligible. Et les enfants en général, ils sont solides. Si vous me permettez, ils ont quand même de très très bonnes capacités d'adaptation. Et les enfants sont à même de pouvoir vivre des éléments aussi dramatiques que ça. Et quelquefois, à cause de l'exclusion, ils se trouvent malades sur le plan psychique, mais c'est plus à cause de l'exclusion et non pas à cause de l'événement en soi. Donc tout ce qui a pu accompagner cette exclusion et toutes ces pensées dans lesquelles il était perdu et qu'il ne pouvait pas partager avec son entourage. Est-ce que vous conseillez un accompagnement pour ce type de problématique, c'est-à-dire l'annonce de la maladie d'un proche? Est-ce que vous conseillez l'accompagnement d'un spécialiste où la famille peut s'en sortir? Et au contraire, c'est à la famille de le faire en intimité. Alors, je vous dirais, ça dépend des familles, ça dépend des aptitudes de chaque parent et de chaque famille, parce que certains n'ont pas, en tout cas dans les moments difficiles, n'ont pas les capacités justement à pouvoir en parler. Après, dans le mot accompagnement, il faut faire attention à quelque chose que nous rencontrons au sein de nos cabinets, c'est que des fois, même souvent, on nous rapporte des enfants en nous disant « dis à mon fils, dis à ma fille que son père va mourir ». Non mais... D'abord, qui je suis pour prévoir des choses comme ça. Et voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas notre travail de thérapeute que d'annoncer ça. Un accompagnement, oui, mais l'explication doit, à mon sens, d'abord passer par
par la famille. Par la famille. Vous confirmez, docteur, bien sûr. Je confirme à 200%. Et puis, il faut aussi que l'enfant ne vive pas ça comme une obligation. Je pense que c'est très important. Parce que quelquefois, on peut être tenté de non, tu vas voir le psychiatre ou le psychologue, enfin le psychothérapeute, parce qu'il faut que tu parles. Mais s'il n'a pas envie de parler, parce qu'il est dans un processus de deuil, de deuil, il faut respecter ça. Mais on est à sa disposition, ça c'est très important. Le divorce aussi, la même chose. On en parle aux enfants, il faut leur en parler quand ça va mal, quand le divorce est prononcé, avant. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, j'aurais tendance à dire, dès qu'il y a des choses qui se voient, parce que quelquefois, on peut avoir une séparation parentale dans la maison, alors que les parents habitent toujours dans la même habitation, etc. Et puis on voit que les choses se dégradent, mais c'est parce que la procédure suit son cours, etc. Absolument. Dès lors que l'enfant commence à formuler des questionnements par rapport à ça, des interrogations, oui, il faut lui dire. Je pense qu'on est parfaitement d'accord là-dessus. Oui, c'est très important ce qu'il dit, parce qu'effectivement, il y a certains enfants, ils ne comprennent pas. Du jour au lendemain, ils se retrouvent séparés des parents, des fois chez les grands-parents, sans comprendre, et on annonce tout ça après le divorce. C'est vrai qu'il faut quand même une certaine préparation, expliquer ce qu'il en est. Maintenant, la majeure partie des enfants qui déclenchent des dépressions après le divorce, très souvent, ce n'est pas le divorce en lui-même. Parce que, comme me disait un petit garçon de 5 ans, ça c'est une phrase qui m'a marquée, il m'avait dit « Mais moi je m'en fous que papa et maman ils dorment dans le même lit ». C'est-à-dire que c'est quand même fort de la part d'un petit enfant qui est en grande section. Ce qui choque les enfants, ce qui leur fait mal, ce qui fait émerger la dépression, c'est tout le discours parental autour de l'autre. C'est-à-dire le papa qui va dire « C'est la faute de ta maman, c'est elle qui a décidé de partir, donc c'est de sa faute ». Et de l'autre côté, quand on jette la responsabilité sur le papa et qu'on le fait passer pour le mauvais objet, enfin pour la mauvaise personne. Oui. Donc là, c'est là où ça déclenche des dépressions. Ou alors, des fois, après le divorce des parents, certains parents se remarient juste après. C'est-à-dire que le divorce, une semaine, 15 jours après, hop, déjà le papa ou la maman est remarié. Donc l'enfant, il n'a même pas eu le temps de faire son deuil, qu'il doit déjà s'engager dans autre chose. Et ça, c'est lourd à porter pour les enfants. Pour des enfants. Tout à fait, et d'autant plus que quelquefois, il y a des divorces entre, bien sûr, dans le couple, mais il y a aussi un divorce avec les enfants. Ouais. Et l'enfant ne comprend pas. On a beau lui expliquer, oui, papa et maman ne s'aiment plus, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait dans cette histoire? Pourquoi je ne vois plus papa? Pourquoi je ne vois plus maman? Voilà, et c'est vécu comme un abandon. Et oui, c'est vrai que très souvent, ça réveille des petites choses antérieures. Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien dire, et puis... Et c'est vrai, parce que quand on parlait tout à l'heure de nourrissons, etc., par rapport aux dépressions, l'histoire de la dépression chez les nourrissons, c'est décrit depuis au moins 60-70 ans, des nourrissons de 6 à 8 mois. Mais maintenant, on sait de plus en plus que, même avant, Madame Alami, elle a très bien dit quelques jours, en fait, les événements de vie qui peuvent arriver aux très jeunes nourrissons vont avoir un impact. Et ça va à l'encontre de l'idée on dit souvent, ouais, il est encore petit, il ne va pas s'en rappeler. Son inconscient s'en rappelle. Il s'en rappelle très très bien. C'est les histoires pour différentes raisons, quand il y a une séparation durable avec la maman, puisque la maman, elle travaille, par exemple, etc., et puis il n'y a pas de moyen de garde à proximité, et puis paf, l'enfant se retrouve chez les grands-parents. Ça, croyez-moi, c'est un impact. Et le plus souvent, lors des événements de vie qui peuvent être un divorce ou même un décès, etc., ça peut faire écho un petit peu à cet abandon déjà. Et donc, c'est ce qui fait que tous les enfants dont les parents divorcent ne font pas de dépression quand même. Mais il y a souvent... Qu'est-ce qui s'est passé autour ? Un historique. Il y a souvent tout un historique. Il faut voir la vie de l'enfant dans son entièreté. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Rita Alami, qu'il y a différentes manifestations de la dépression et vous avez aussi insisté sur cela, Dr Lorabi, que l'enfant ne va pas faire une dépression de la même manière ou la manifestation de la dépression n'est pas la même chez un enfant que chez un adulte. Chez l'enfant, ça passe par de la colère, une opposition importante, des troubles de la pensée, une énurésie notamment. Alors, il faut
rester attentif à ces manifestations, mais bien sûr sans être alarmiste, parce que ça peut être des choses isolées. Et ça, on le développe juste après une courte pause. Restez avec nous, on revient. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau d'On se dit tout. On vous dit tout aujourd'hui sur la dépression chez les enfants. On en parle avec deux spécialistes. Rita Alami, psychologue de l'enfant et de la famille, et Atmal Lorabi, psychiatre. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. On n'oublie pas tout à l'heure aussi l'interview avec le docteur Tariq Aloussi, les médecins ophtalmo. On fera le point avec lui sur la santé des yeux au volant. C'est très important aussi, bien évidemment. On rappelle, vous l'avez dit, docteur Lorabi, la dépression est avant tout un trouble du fonctionnement du cerveau. Ça ne veut absolument pas dire que ni l'enfant et même l'adulte plus tard, on en profite pour passer le message, ce n'est pas une faiblesse, non, absolument pas. C'est un trouble, un dysfonctionnement au niveau du cerveau, c'est bien cela. Et les différentes manifestations de la dépression chez l'enfant sont différentes de celles chez l'adulte. Quand on va voir un adulte, on va dire complètement détaché de sa réalité, extrêmement triste, très loin de tout, eh bien pour l'enfant ça va être différent. Il va avoir peut-être des accès de colère, il fera une grosse crise d'opposition, il fera pipi au lit, toutes ces choses-là. Mais en fait, chaque point tout seul est une particularité d'un âge particulier chez l'enfant. Un enfant peut parfois faire des crises de colère pour essayer de s'imposer. Il peut être en opposition parce que c'est le nom de l'enfant. Enfin, voilà. Donc, ça serait bien de garder un œil sur toutes ces données, mais sans être alarmiste et sans faire peur aux parents, ni se dire si mon enfant fait une crise de colère, peut-être qu'il déprime, je l'emmène chez le médecin. Oui, clairement, c'est important ce que vous dites, parce que si on parle ne serait-ce que de l'opposition toute seule, qui en général inquiète les parents, un enfant qui a entre l'âge de 2 et 4 ans, qui est dans le stade psychoaffectif du stade anal, psychanalytiquement parlant, c'est un enfant qui commence à grandir, à gagner en autonomie et qui s'impose naturellement en disant non. Ouais. C'est comme ça qu'il construit sa personnalité. Maintenant, un enfant qui a 5-6 ans, qui dit non tous les jours, de manière systématique, à tout le monde, et avec ça, il y a d'autres symptômes, là, on va s'inquiéter. En fait, c'est plus dans l'intensité et aussi dans le nombre de jours de la semaine. C'est-à-dire que là, vous avez certains patients, ils vont vous dire, mon fils, par exemple, il est en colère que le lundi. Là on n'est pas dans la dépression, on ne va pas s'inquiéter. C'est peut-être le début de la semaine, c'est peut-être une anxiété, c'est peut-être, voilà. Mais c'est l'ensemble de tout qui fait qu'on va s'inquiéter. Et je pense que les parents, la plupart des parents sentent et arrivent à détecter. À détecter quand l'enfant va mal. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils vous disent mon fils va mal, ma fille va mal, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ce n'est pas mon enfant. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que les parents culpabilisent face à une dépression chez l'enfant ? J'aurais tendance à vous dire oui, parce que même les adultes, même quand les parents, même quand ils sont eux-mêmes dans un état de dépression caractérisé, auront tendance à culpabiliser. Et puis, après, il y a tout le... Je pense très honnêtement qu'il y a tout un tabou autour de ça. Oui. C'est pas évident pour tout le monde. Absolument. Finalement, ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction, etc. Mais c'est une différence au niveau des conceptions. Mais ce que disait Madame Alami, c'est vrai parce que en général, il ne faut pas oublier, quand on parle de troubles psychiques, il y a un retentissement. Et en fait, le plus souvent, les parents, c'est ce qu'ils remarquent. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant ne s'alimente plus correctement, il dort plus très bien, il commence à avoir de mauvaises notes, par exemple, ou ça y est, il ne cherche plus après ses copains ou ses copines, alors que d'habitude, on voit qu'il commence à diminuer ses interactions sociales. Même s'il est en apparence souriant et qui peut être de bonne humeur, il ne faut pas oublier que la dépression, même quand on est en pleine dépression, heureusement qu'il y a des jours où on est de bonne humeur. Mais la majorité du temps, et c'est ça le critère qui est important, c'est que la majorité du temps, on est d'humeur dépressive. Mais il peut y avoir des petites éclaircies, mais pouf, rebelote, ça revient. Et il y a un critère, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la définition, mais le critère de durée, c'est que cette humeur et ces symptômes-là doivent exister pendant une période continue d'au moins 15 jours. D'accord. Alors, si vraiment il y a un message important à passer, c'est ou les critères vraiment à retenir par les parents pour absolument emmener un enfant chez un spécialiste. Alors, et d'abord, est-ce que les parents y vont seuls au départ, parce que c'est un enfant, ou bien ils y vont avec l'enfant directement? Et comment on dit à un enfant, viens, on va chez un psy? C'est lourd quand même pour un adulte.
Bon, ça, c'est plus l'angoisse des parents. Parents, oui. C'est l'adulte qui parle. C'est l'adulte qui parle. Est-ce que l'enfant vient dans la première séance? Encore une fois, ça dépend des parents, parce que certains arrivent à parler spontanément devant le petit ou la petite. Mais il le faut pas. Ça dépend. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. S'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites devant l'enfant, il vaut mieux qu'il vienne la séance suivante. Et après, ça dépend aussi des thérapeutes. Chaque thérapeute a sa façon de travailler. Moi, personnellement, je vois d'abord les parents. Les enfants, c'est la séance qui suit. Mais après, chacun sa façon de travailler. Après, pour répondre à votre question, quels sont les signes ou les choses qui devraient alarmer les parents? Je vais commencer par le scolaire, parce que c'est ce qui pose en général problème. C'est un enfant ou un adolescent qui a toujours été plutôt stable. Stable ne veut pas dire excellent, mais il a été moyen, sur moyen, etc. pendant pas mal d'années. Et hop, il commence à chuter avec des notes extrêmement basses du jour au lendemain sans qu'on comprenne. Des observations des enseignants, l'enfant ne se concentre pas, difficultés, enfin, toutes les observations autour du scolaire. Et ça apparaît subitement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un changement. C'est une rupture. Voilà, c'est-à-dire, hop, il y a une rupture, il y a quelque chose qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Cet enfant, il était bien. Et là, les notes commencent à chuter. Bien sûr, il faut faire attention. Un enfant qui était au primaire et qui passe en sixième, première année collège, c'est normal. Il va rencontrer plus d'enseignants. Il y a un changement. On ne va pas parler de dépression non plus. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Oui. Alors, ça, c'était pour le scolaire. Hors scolaire, c'est beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui hyperactivité, avec tous les faux diagnostics qui vont autour. Mais c'est les enfants extrêmement anxieux, très agités, même depuis vraiment le jeune âge, qui bougent sans arrêt, qui parlent sans arrêt, qui peuvent être très impulsifs. C'est des enfants souvent qui sont extrêmement anxieux et en fait, surtout quand la maman est en dépression, on a l'impression qu'ils font ça un petit peu pour réanimer la mère qui est en dépression. Donc là aussi, il faut faire attention. La dépression, c'est qui? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est le parent? Et puis, on a bien sûr tout ce qui tourne autour de l'agressivité, l'enfant qui frappe et qui mord et qui tape. Et tout ce qui est observable, le ralentissement psychomoteur, par exemple un enfant qui se met subitement à devenir très lent, à parler lentement, à écrire lentement alors qu'il n'était pas comme ça. Et puis bien sûr tout ce qui touche au poids de manière très visible, c'est-à-dire un enfant qui va maigrir subitement ou prendre beaucoup de poids subitement. On parle d'une moyenne de 5% de poids de plus ou de moins par mois. Écarter entre-temps bien sûr d'autres maladies métaboliques. Oui, bien sûr, mais ça c'est la base. Bien sûr. Et puis un dernier point qui me paraît très important, c'est tous les troubles du sommeil, c'est-à-dire l'enfant qui fait des cauchemars toute la nuit, qui se réveille, qui dort mal, qui est très fatigué le matin au réveil. Donc ça, c'est des choses qui devraient interpeller. Oui, qui devraient interpeller les parents. Oui. Ok, alors une fois chez vous, justement, comment se fait le diagnostic, docteur Lorabi? Comment on arrive à faire parler un enfant on ne le fait pas parler? Non, si, bien sûr que si. On ne le fait pas parler. Le plus souvent, on n'est pas trop dans le verbal. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais ce sera souvent à travers des moyens un peu détournés, comme le jeu, par exemple, comme le dessin, comme le recours à l'imagination. On va lui demander de nous raconter une histoire, des choses comme ça. Mais bien sûr que les parents, ils sont éminemment importants dans le diagnostic. Et c'est pour ça, de toutes les façons, en pédopsychiatrie, il faut toujours voir les parents, et pour deux raisons, parce que d'abord, ils amènent beaucoup d'informations qui sont extrêmement pertinentes pour le diagnostic, mais surtout parce que souvent, ce sont les partenaires privilégiés. On peut rarement agir sur l'enfant directement sans agir sur le couple parent-enfant. Ça, c'est très important, et c'est pour ça que je souriais tout à l'heure quand vous avez donné l'image de voilà, je te donne mon enfant, guéris-le. C'est pas possible. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, sauf si c'est un pré-ado ou un ado qui a lui-même formulé sa problématique, qui est en souffrance, qui a bien identifié. Ce sont des cas, je dirais, assez rares. C'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Ce qu'on voit le plus souvent, voilà, ce sont les parents qui ont aussi besoin d'une petite guidance parentale pour arriver justement à rectifier les petites erreurs de communication, à ouvrir les yeux sur certains manquements, parce que très souvent, ben oui, nous, on est tous parents, quand nos enfants vont mal, on refuse de croire que ça puisse venir de nous, alors qu'en fait, ça peut être des petites choses, mais parfaitement banales, entre guillemets, mais qu'on ne voit pas.
quelque part par déni, probablement, je pense. Mais voilà. Pour éviter la remise en question, peut-être. Pour éviter la remise en question, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de manuel pour être parent, et on y va comme il nous paraît être bon d'y aller. Mais comment on corrige ces troubles du fonctionnement du cerveau? Est-ce qu'on donne des antidépresseurs à des enfants? Pour le volet chimique, cette fois-ci. Le volet chimique, alors c'est très rare. C'est très rare, c'est autorisé. Il y a des médicaments qui ont les autorisations au Maroc comme à l'étranger pour traiter les cas les plus difficiles. Quand j'entends, qu'est-ce que j'entends par cas les plus difficiles? C'est quand le retentissement est extrêmement important. Il y a des idées suicidaires qui sont décrites, il y a des passages à l'acte suicidaire chez des jeunes enfants qui sont décrits. Donc quand il y a des choses comme ça qui commencent à être de plus en plus présentes, oui, là, il faut traiter. Mais le plus souvent, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'antidépresseurs. Le plus souvent, déjà, rien que le fait de consulter, et c'est vrai, c'est même la première séance, déjà, elle permet de soulager certaines petites choses, parce que, comme l'a très bien dit ma collègue, les enfants, ils sont là avec un système de croyance qui les maintient dans leur anxiété, dans leur peur. Mais une fois qu'on arrive à mettre correctement les choses dans leur case et puis à rectifier quelques petites idées un peu tordues, etc., l'enfant, très vite, très vite, commence à voir les choses autrement. Il se repositionne. Et il est, j'allais dire, rassuré, et ça participe au fait qu'ils sortent de cet engrenage. Alors, la dépression, justement, on estime qu'à peu près un tiers des dépressions guérissent toutes seules. Ça, il faut le savoir. Autant chez l'enfant que chez l'adulte. Surtout chez l'adulte, c'est là que c'est le plus décrit. Chez l'enfant, on ne sait pas trop, parce que même les études de prévalence, etc., il y a des grandes variations entre les chiffres. Donc, comme les enfants ont des capacités d'adaptation probablement beaucoup plus élevées que chez les adultes, hein, et qu'ils ont encore une flexibilité mentale hors pair, ils arrivent à s'en sortir. Il faut leur faire confiance. Ils arrivent à s'en sortir à condition qu'il y ait une prise en charge adaptée et de ne pas banaliser, parce que souvent c'est ça le truc, c'est que les parents banalisent. Oh, c'est pas grave, on verra. Et puis... Vraiment, en 2 mots, une réponse. Est-ce que ça restera un ado fragile et un adulte fragile après un épisode dépressif chez un enfant? Est-ce que ça peut en faire un ado fragile, voire un adulte fragile? Il y a une fragilité, oui, mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas une fatalité. Ça dépend du chemin de vie, voilà, ça dépend comment ça a été encadré, pris en charge, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, parfait. Je suis parfaitement d'accord. Eh bien, merci beaucoup de l'aide, parce qu'on doit conclure l'émission. Merci beaucoup, Madame Rita Alami, vous êtes psychologue de l'enfant et de la famille, Dr Atmal Lorabi, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Moi, je reste avec vous pour un autre sujet d'une grande importance, la santé des yeux au volant. À tout de suite. Donc tout de suite, la santé des yeux au volant avec vous, docteur Tariq Aloussi. Vous êtes médecin ophtalmo. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est moi. Alors pour commencer, d'abord on va parler de l'importance de la santé des yeux de façon générale. Donc la santé visuelle est importante. Pourquoi importante? Parce que les yeux permettent d'interagir avec l'environnement. Quand il dit interagir, c'est apprendre. Interagir, c'est communiquer. Interagir, c'est effectuer les tâches quotidiennes de tous les jours. C'est pour ça qu'il faut avoir préservé et développer une bonne vision et une bonne santé visuelle. Ok, docteur. Donc, pour garder au maximum cette bonne santé de nos yeux, les spécialistes disent qu'il faut certains dépistages standards que nous devrions tous faire à partir d'un certain âge. Lesquels, docteur? Donc déjà, il y a 2 âges, il y a 40 ans et 60 ans. Les dépistages 40 et 60. 40 et 60. Ce sont 2 âges très importants. Tout à fait. Donc les dépistages les plus communs, c'est d'abord l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est... Ça, c'est à 40 ans? C'est à 40 ans et avec correction. Donc l'acuité visuelle à 40 ans, c'est la capacité de discerner les formes, les petites formes, avec une correction optique. Donc les vis de réfraction, c'est quoi les vis de réfraction? C'est les problèmes de lunettes. Donc à 40 ans, il faut faire déjà on le fait le dépistage bien avant, mais à 40 ans, on fait le dépistage pour la vision de près et aussi pour la vision de loin. Mais une seconde, docteur. Par exemple, une personne qui n'a jamais eu de problème visuel, elle n'a jamais ressenti de problème au niveau de ses yeux, et qui arrive à 40 ans. Vous dites on a déjà fait un dépistage avant. Lequel?
Il y a le dépistage scolaire. Ah, ok, oui, il y a le c'est dépistage scolaire. Et déjà, pour les personnes qui ont un parcours universitaire, ils sollicitent beaucoup leur vision. Et donc, ils peuvent se rendre compte de problèmes visuels bien avant. S'il y a des problèmes S'il y a visuels. des problèmes S'il y visuels. a. Mais par exemple, une personne qui ne s'est jamais plainte de ses yeux, à 40 ans, elle doit aller... Normalement, systématiquement, à 40 ans, on devrait faire une visite, la première visite chez un ophtalmo. Pourquoi? Parce qu'il y a la presbytie. Parce que la presbytie, c'est quoi? C'est une diminution des performances visuelles de près. On n'arrive pas à bien lire Voir de près. Donc, Ça, c'est, on va dire, quasi général. c'est quasi général. Et à cette occasion, on prend aussi la tension oculaire, puisque la tension oculaire, c'est un examen qui permet de dépister ce qu'on appelle les glaucomes. Ça peut arriver très tôt, un glaucome, à 40 ans? En général, ça peut arriver à 40 ans s'il y a un facteur de risque familial, c'est-à-dire si un des parents est porteur d'un glaucome. Donc, à 40 ans, ce qu'on vérifie, c'est la presbytie, à savoir la vision de près, et la tension oculaire. Tension oculaire, dépistage, donc tension. Et aussi, on peut jeter un coup d'œil en fonction des malades, s'il est diabétique, s'il est porteur d'une autre pathologie, pour voir la rétine. Donc, à 40 ans, c'est systématique. Systématique. Rétine, presbytie, tension oculaire. Tension oculaire. À 60 ans, ça, c'est le deuxième, on va dire. Oui. Si entre 40 et 60, tout se passe bien, tant mieux. Oui. Mais à 60 ans, il faut un autre contrôle obligatoire. Tout à fait. Donc, à 60 ans... Recommandé, bien sûr. Recommandé. À 60 ans, c'est les problèmes de vieillesse. Donc, toutes les structures oculaires vieillissent. Donc, il y a le problème de cataracte qui peut survenir. Il y a des maladies de la rétine, comme les dégénérescences maculaires liées à l'âge. C'est quoi ces dégénérescences? C'est des vieillissements de la macula, de la rétine. Et donc, ils peuvent apparaître sournoisement, insidieusement. Et donc, dans ce cas, il faudrait mieux faire le dépistage à 60 ans. D'accord. Donc, 40 et 60, deux âges charnières pour le contrôle de nos yeux, de façon générale. Quand vous, les spécialistes, vous dites santé des yeux au volant, ça veut dire quoi? Bien voir pour bien conduire, qu'est-ce que ça veut dire? Bien voir, bien conduire, c'est primordial. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, 90% des informations véhiculées par la vue, par les yeux, sont importantes pour la conduite. C'est-à-dire, pour la conduite, on peut se servir de l'audition, du toucher pour le volant, mais pour les yeux, donc la vue, représente 90% de la sensorialité. Du coup, pour avoir une conduite sûre, il vaudrait mieux avoir une bonne santé visuelle. Selon des statistiques, 10% des accidents graves de la route sont dus à un problème de malvoyance, de problème de vision. Donc c'est pour ça qu'il vaudrait mieux... Plutôt la nuit? Plutôt la nuit, puisque c'est dans la nuit que la sensibilité rétinienne et la sensibilité visuelle diminuent. Donc, la majorité des problèmes qui surviennent, c'est surtout la nuit. Il y a un problème aussi la nuit de vigilance, donc la somnolence. Il y a un problème aussi, c'est le champ de vision. Donc, comme vous savez, on est limité par les phares. Donc, on ne voit que ce qui est éclairé par les phares. Et donc, pour avoir une réactivité par rapport à l'obstacle qui survient devant les phares, il vaudrait mieux avoir une bonne santé visuelle et une bonne connectivité, donc neurologique. Est-ce qu'avec l'âge, justement, cette vision nocturne diminue aussi? Tout à fait. Donc, comme toutes les structures oculaires, donc avec l'âge, toutes les structures vieillissent, comme la rétine, les cônes, les bâtonnets. Il faut savoir que pour la vision nocturne, c'est la périphérie de la rétine. Donc, ce n'est pas le centre de la rétine. C'est plutôt donc, les bâtonnets, donc le champ visuel. Et donc, le soir, les premiers problèmes de vue, ça commence la nuit. Donc, il y a deux types de problèmes. Donc, il y a ce qu'on appelle la fatigue visuelle. Donc, c'est quoi la fatigue visuelle? C'est ce qu'on appelle les phénomènes d'éblouissement, donc de clignement. C'est le conducteur qui commence à beaucoup cligner les yeux, avoir des rougeurs oculaires, qui avoir les yeux qui sont un peu lourds, donc les paupières lourdes. Donc, ça, c'est un problème. Et le deuxième, c'est le problème de sensibilité visuelle. C'est quoi la sensibilité visuelle? C'est le problème de baisse de vision. Donc, les problèmes de baisse de vision, c'est beaucoup le soir. Donc, ça commence le soir. Ça commence vers quel âge? Alors, ça dépend. Si un patient à 60 ans n'a pas de pathologie particulière, ça ne va jamais commencer, sauf s'il a un problème particulier, comme une cataracte, comme un problème de rétine, comme un problème de glaucome. Mais on entend même des jeunes dire qu'ils ont du mal à prendre le volant la nuit. Est-ce que c'est dans la tête que ça se passe ou c'est vraiment au niveau des yeux? C'est plutôt un problème de fatigue visuelle. Ce n'est pas un problème de baisse de vision nocturne, parce qu'il y a deux problèmes. Il y a la baisse de vision nocturne, et donc ça, c'est les structures qui vieillissent, et un problème d'asténopie, c'est la fatigue visuelle. Et là, c'est le problème de vigilance, de concentration
et d'éblouissement à la lumière. Et un problème de maintenir la fixation un temps de 2 heures, 3 heures, 4 heures. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut faire des examens particuliers ou d'abord, et ensuite on parlera des signes aussi à détecter par rapport à cette santé des yeux au volant, ce qui pourrait interpeller le conducteur sur sa santé visuelle? Tout à fait. Donc, il y a des examens qu'on fait au début, donc à l'octroi du permis. Avant l'octroi du permis, il y a d'autres examens qu'on fait de manière périodique. Donc, pour les examens, il faut faire d'abord l'acuité visuelle. Donc, l'acuité visuelle, c'est sur une échelle de 10, œil par œil, avec une correction optique éventuelle. C'est comme le contrôle de 40 ans. Comme le contrôle de 40 ans. Pour la presbytie, mais cette fois-ci pour la vision de loin. C'est plutôt pour la vision de loin. Vision de loin, ok. Donc, dans ce cas, on doit avoir 10 sur 10, les deux yeux, ou bien 7 sur 10, œil par œil. On sait que beaucoup de personnes ont moins et conduisent quand même. C'est pour ça il faut être vigilant par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une circulaire où on oblige les conducteurs à faire des examens périodiques par rapport à la vue. Donc, on peut conduire avec une acuité visuelle qui est basse, mais ça devient dangereux pour le conducteur et pour les autres. Donc ça, c'est d'une part. Et il y a aussi la tension oculaire, c'est le glaucome. Donc le glaucome, la particularité, c'est qu'on peut bien voir 10 sur 10 en étant glaucomateux. C'est-à-dire on peut avoir un champ visuel périphérique. C'est quoi le champ visuel? C'est l'espace. On n'arrive pas à voir l'espace périphérique. On ne voit que par le centre. Et donc, le centre est parfait? C'est parfait. Donc, il passe l'examen d'acuité visuelle. Il est normal, 10 sur 10. Il voit bien les formes. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie centrale de la rétine. Mais la partie périphérique, elle est altérée. Et le risque, dans ce cas, c'est quand il est dans des croisements, par exemple, il peut, jusqu'à la dernière minute, voir un obstacle ou un véhicule qui est juste devant lui, pas dans les côtés. Parce que en conduisant, c'est beaucoup le champ visuel périphérique qui est sollicité. Qui est sollicité, absolument. Pour avoir la vigilance. La vigilance Mais pourquoi? Parce que les spécialistes ne font pas le contrôle nécessaire? L'examen n'est pas obligatoire? Pour un patient qui se plaint de rien. C'est-à-dire il a une bonne acuité visuelle, il n'a pas de problème de baisse de vision, il est glaucomateux, il a un problème de champ visuel, c'est-à-dire un problème d'espace, et il continue sa vie sans faire un examen chez un ophtalmo. Donc, parce que le glaucome ne fait pas parler de lui? Il est silencieux. C'est ça le danger de cette pathologie. Et donc, il n'atteint le centre qu'à la fin de la pathologie. Et dans ce cas, c'est trop tard. Même pour la chirurgie, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut faire ce dépistage systématique. À 40 ans. Et, en France, il y a pratiquement 150 000 personnes qui ne devraient pas prendre le volant si on fait un dépistage pour tous les... dépistage de masse. Et donc l'acuité visuelle et le champ visuel plutôt binoculaire. Mais une personne qui souffre d'un problème de glaucome, donc de la vision périphérique, vous avez dit la vision centrale est très bien. Oui. La vision périphérique est altérée. Oui. Est-ce que je ne peux pas me rendre compte que ma vision périphérique est altérée? Donc, au début, ça commence par une baisse de la sensibilité à la lumière, c'est-à-dire le conducteur, le soir, il sent que même si c'est éclairé, il voit que l'environnement est mal éclairé. D'accord. Donc déjà, il est un peu dérangé par rapport à lui. Il demande déjà beaucoup plus de lumière. C'est qu'après qu'il commence à donc on voit ce qu'on appelle des taches, des petites taches en périphérie. Si on est vigilant, mais pour des conducteurs qui ne sont pas très vigilants par rapport à ça... Qui ne sont pas en fait conscients de la problématique. Et donc le dépistage, il est simple, c'est un champ visuel, c'est un examen qu'on passe. Il doit cliquer à chaque fois qu'il voit un petit spot. Et donc, dès qu'il voit le spot, s'il ne voit pas le spot, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et ça, c'est un examen que vous conseillez, vous, docteur, à partir de la quarantaine? Si on trouve une tension qui est haute. Donc, pour confirmer le glaucome, on devrait faire cet examen à partir de 40 ans. À partir de 40 ans. Ce qu'on peut faire pour préserver ses yeux, c'est ne pas prendre le volant... Le soir, c'est vrai ça Donc le volant, c'est important. Donc priver quelqu'un du volant, ça devient quelqu'un qui est habitué à conduire, ça devient impossible de ce jour. Problématique. Oui, problématique. Donc sinon, il faut faire déjà les examens systématiques. Il faut faire des pauses en conduisant le soir, des pauses tous les 2 heures, 3 heures, faire une petite pause de 10 minutes. Et éviter quand même le volant la nuit? Éviter si c'est possible, sinon faire une correction optique avec des filtres sur les surfaces. D'accord. Pour mieux conduire le soir? Pour ne pas avoir l'éblouissement par rapport aux ultraviolets, par rapport
donc à la lumière des phares. Ok. Merci pour ces conseils. Docteur Tariq Aloussi, vous êtes médecin ophtalmo à Rabat. À bientôt. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie tous pour votre fidélité, bien sûr toute l'équipe qui m'accompagne partout à Rabat et à Tanger et à Abidjan aussi pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Au revoir, à très vite sur mediantv.com aussi. Au revoir.